Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les titres. Rayongo, une fois de plus, isolé après la submersion de son pont. Comme chaque saison de pluie, le pont de Rayongo cède face aux eaux, coupant l'accès à plusieurs quartiers. Les riverains lassés réclament enfin une solution durable. Nous en parlons dans cette édition. Pedro Wende Kabore, exemple de courage et de résilience. Malvoyant, il sillonne chaque jour les rues pour vendre des unités. Déterminé et autonome, il refuse de céder à la fatalité. Son parcours est une leçon de courage pour toute la communauté. Tout de suite dans cette édition. Une fois de plus, bonsoir. Le pont de Rayongo, situé dans l'arrondissement numéro 11 de Ouagadougou, a été submergé lundi dernier, coupant l'accès entre Rayongo, Huitenga, Tanlarguin, Songdin et le centre-ville. Chaque saison pluvieuse rime avec inquiétude pour les habitants de Rayongo et des quartiers environnants. Aucune alternative durable n'a été mise en place pour sécuriser cette infrastructure essentielle à la mobilité de milliers de citoyens. Suivons ce témoignage avec Cécile Sawadko. Construit il y a plus d'une dizaine d'années, le pont de Rayongo est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. En saison des pluies, il devient un véritable piège pour les milliers d'usagers qui l'empruntent chaque jour. Bien qu'il soit essentiel à la mobilité locale, le pont reste abandonné. La voie non goudronnée se détériore davantage à chaque pluie, rendant ainsi le passage impossible. Je suis à Talangrin, mais mon lieu de travail, c'est juste devant le pont ici. La pluie du 4 août dernier, l'eau valait 1 kilomètre. Souvent, l'eau emporte des gens. Si vous regardez autour de vous, vous pouvez voir des tombes. Ce sont des gens que l'eau a emportés. Bon, disons que le pont, c'est le seul lieu de passage pour toute la population de Rayongo, Huitenga, Songodin, jusqu'à Tanlarguin, en quelque sorte. Donc le pont relie environ l'arrondissement 11, la commune de Sangaba et une partie de la commune de Koubri. Donc tous ces ressortissants, la plupart passent par le pont de Rayongo. Donc s'il y a la pluie, vous allez voir que à gauche, à droite, tout le monde n'arrive pas à passer. Au-delà des trajets quotidiens, le pont est devenu un point sensible. En cas d'urgence, il est impossible de l'emprunter pour se rendre au CSPS ou même au cimetière. Les faits qui m'ont marqué le plus, hier, si vous étiez là, vous allez voir le monde. Une femme qui transportait son enfant à l'hôpital. Si tu le vois, le désespoir en elle. Elle ne peut pas passer pour rejoindre le CSP le plus proche qui est Rayongo. Si vous faites derrière nous, on peut dire qu'il n'y a aucun service public. Il n'y a pas une école primaire publique qui est à côté d'ici, ni un CSS public où tout le monde peut aller se soigner facilement, envoyer les enfants facilement à l'école. Donc le pont, c'est le seul lieu de passage. Le quartier est très fréquenté, mais le seul problème que nous rencontrons ici, c'est la voie. Cela nous fatigue vraiment. Il arrive qu'on se lève le matin, mais qu'il soit impossible de sortir pour aller travailler. Lorsqu'il pleut fortement, l'eau déborde. La pluie du 4 août dernier, par exemple, a bloqué certaines personnes qui n'ont pas pu faire leurs courses. L'eau avait tout envahi. Ceux qui étaient en ville ont dû patienter avant de pouvoir rentrer. La dernière fois, nous avons attendu près de 3 heures que le niveau de l'eau baisse un peu, juste pour pouvoir rentrer. Les difficultés persistent. Nid de poules, boue, stagnation d'eau. La route est impraticable pendant des heures, paralysant toute circulation.
Malgré les multiples appels à l'aide, rien ne change. Les cris de cœur des riverains restent sans écho. Le pont continue de se dégrader, exposant les habitants à des risques évitables. Nous sommes là et nous demandons de l'aide. On essaie également de faire de notre mieux en bouchant quelques trous, mais cela n'est pas suffisant. Si ce n'est pas le gouvernement qui peut nous aider, parce que le pont là, ce n'est pas un petit problème. On peut seulement boucher les petits trous. Pendant la politique, les gens venaient prendre les mesures, mais ils ne revenaient pas arranger. Mais maintenant, comme c'est la révolution, nous savons que si le capitaine Ibrahim Traoré décide de faire quelque chose, avec l'aide de Dieu, c'est possible. À travers la politique du président capitaine Traoré, il a lancé l'initiative Faso Mebo. Et c'est un message pour dire en même temps, vous allez voir les camions de Faso Mebo qui passent par là. Donc, eux-mêmes, ils partent jusqu'à Tanlarguin pour aller chercher de la terre pour y rentrer en ville. Donc, c'est un message que nous lançons au capitaine et à toutes les personnes de bonne foi qui peuvent y aider la population de Tanlarguin, de Rayongo, de Songodin et les autres villages environnants et communes pour que nous puissions, en temps de saison pluvieuse, pour pouvoir satisfaire nos besoins, aider nos malades, aider nos enfants pour éviter vraiment les cas déplorables que nous avons cités ici. Face à cette situation qui perdure, les habitants interpellent les autorités. Ils demandent des actions concrètes. La réfection du pont. Pour eux, ce n'est plus une simple question d'infrastructure, mais une urgence de service public. Car sur cette route, c'est toute une population qui risque sa vie au quotidien. Il se déplace dans la ville de Ouagadougou avec assurance. Malgré les obstacles, son handicap visuel n'a pas freiné son désir de s'en sortir par ses propres moyens. Dans un environnement souvent peu adapté, il a trouvé sa voie dans le commerce de rue. Pour en savoir davantage, suivons ce reportage de Jamila Compaoré. Il sillonne les rues de la ville, oreilles tendues, à la recherche de clients. Malgré sa malvoyance, il refuse de tendre la main ou d'attendre que la chance frappe à sa porte. Lui, c'est Pengwende, vendeur ambulant d'unités téléphoniques. Son histoire débute sur les bancs de l'école, qu'il a dû abandonner très tôt. Mais loin de se résigner, il a choisi la voie du courage. Aujourd'hui, c'est par la vente ambulante qu'il gagne son pain quotidien, avec pour seul repère son instinct, sa mémoire et la force de sa volonté. On m'a dit que c'est quand j'étais petit que une maladie m'a attaqué et puis voilà, on n'a pas pu soigner et puis j'ai perdu la vie. Moi, j'ai fait mon école primaire à la Renaissance à Kamboinsin. J'ai fait le lycée au lycée Songtaba. Après ma classe de 4e, j'ai commencé à vendre les unités. J'ai abandonné l'école vu les moyens. Avant de quitter les bancs, ma passion c'était de faire le journalisme. Parce que moi-même, j'aime les infos, j'aime connaître ce qui se passe dans le monde. Voilà. Mais malheureusement, je n'ai pas voulu. Chaque jour, il parcourt des kilomètres, brave les dangers de la circulation et les imprévus de la rue. Le moindre faux pas peut lui être fatal. Pourtant, ce jeune handicapé poursuit sa route, déterminé à ne pas laisser sa situation le définir. Je me promène partout à Ouagadougou pour vendre les unités. Je n'ai pas un coin pour m'asseoir. Je n'ai pas des clients, les clients fidèles comme ça. Peut-être ceux qui sont fidèles sont à Bascuya. Et c'est quelques-uns que j'appelle et puis je les recharge. Depuis que j'ai commencé à vendre les unités, je n'ai jamais demandé un coin à quelqu'un. Puis si je te demande aujourd'hui et puis tu m'expliques le lieu là, demain je ne vais plus te demander. Voilà. C'est déjà gravé dans ma tête là. Cette année même,
Et ça vaut, c'est ma troisième canne que je tiens comme ça. Et puis, c'est pas bon aussi, puisque les gens marchent en sens interdit. Et puis, comme les routes sont barrées, il y a trop d'embouteillages. Parfois, on me coince même. Parfois, c'est ma canne qu'on coince. Donc, mais on remercie Dieu comme on est toujours vivant. À l'heure, la vente d'unité n'a plus de marché. Donc, on peut gagner, bon, par exemple, 2000 par jour, mais c'est les jours où il y a bonus, hein, c'est-à-dire mardi au vendredi. À ceux qui vivent avec un handicap, il adresse un message d'encouragement. Pour lui, il ne faut jamais céder au découragement et il ne faut jamais attendre des autres ce que l'on peut obtenir par soi-même. Nous, on doit fuir la mendicité. On ne doit plus s'arrêter au bord du goudron ou bien au bord des feux tricolores ou bien se promener chez les gens. Donc, tu dois te battre. Si quelqu'un vient pour t'aider, là, il n'y a pas de problème. Ou bien tu peux demander de l'aide à quelqu'un pour miser sur ton travail. Là, il n'y a pas de problème. Mais aller demander pour manger, là, peut-être la personne en a aujourd'hui pour toi, mais demain, il n'en aura plus. Donc, ça, c'est très compliqué. Donc, je les invite à chercher des activités, puisque chacun doit chercher l'activité qu'il aime et puis l'activité qu'il aime faire. Il ne faut pas chercher l'activité parce qu'il y a l'argent dedans. Si nous aussi on travaillait parce que vendre des unités à l'argent, on n'allait pas vendre. Parce que par jour, même moi, je peux sortir et puis rentrer comme ça. Nul. Parce que les gens là, ils se doutent de nous, ils se demandent est-ce que toi, tu peux vraiment mettre des unités. Il y a des gens qui m'appellent, si je viens, ils disent que non, c'est bon marché. Il y a des gens même qui demandent est-ce que tu peux mettre. Même si je dis que je peux mettre, ils disent que non, c'est bon. Donc à cause de moi, je continue toujours. Dans un monde qui trop souvent ferme les yeux sur les plus vulnérables, Pengrouende rappelle que la dignité n'a pas besoin de regard pour exister. Il suffit de croire, de persévérer et d'avancer même dans l'obscurité. À présent, nous allons à la découverte du Musée national du Burkina Faso, un trésor culturel en pleine renaissance. Avec près de 50 000 visiteurs par an, le musée connaît depuis février 2024 une hausse remarquable de sa fréquentation, marquée par un engouement renouvelé du public. Suivant ce reportage de Innocent Ilboudo. Le musée national du Burkina Faso a un nouveau visage. Beaucoup de travaux de réfection ont été faits et là, ce joyau attire plusieurs visiteurs. Tout est parti d'un exemple donné au sommet de l'État burkinabé, la visite du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, un motif de satisfaction pour les premiers responsables du musée. En termes de statistiques, depuis notre installation, en février 2024, je peux dire qu'en décembre, nous avons enregistré plus de 47 000 visiteurs au musée national du Burkina Faso. C'est un record, on peut dire que c'est une première, mais c'est pas pour nous jeter des fleurs, c'est simplement pour dire qu'il y a eu un certain ton qui a été donné au plus haut niveau. Alors, vous avez vu, le chef de l'État lui-même est venu visiter le musée et à partir de cela, nous avons enregistré vraiment des visiteurs de partout, du Burkina Faso et même d'ailleurs. Et je pense que c'était un élément fort. La venue du chef de l'État ici a fait comprendre aux Burkinabés que le musée est une institution fondamentale, essentielle pour notre pays et que nous devons forcément y faire un tour pour voir ce qui s'y passe et aussi comprendre comment les choses
le musée en tant que question peut contribuer au développement socio-économique de notre pays. Ce musée national a une collection de près de 15 000 objets, ce qui attire plusieurs visiteurs. Avec les campagnes de sensibilisation que les responsables du musée ont mises en place, les élèves et les étudiants sont aujourd'hui dans le calendrier du musée. Dans notre registre d'inventaire, nous avons exactement 14 300 objets. Et il faut dire que ces 14 300 objets sont constitués des collections ethnographiques, des collections archéologiques, mais aussi des collections contemporaines. Voilà. Et c'est notre travail au quotidien. Nous conservons, nous sommes des médecins des objets. Et notre rôle, c'est de pouvoir leur donner une longue vie, hein, que ces objets vivent le plus longtemps possible pour permettre aux générations de comprendre comment leurs ancêtres ont vécu et comment elles peuvent puiser des ressources nécessaires dans ce patrimoine-là pour aussi construire leur présent et faire face à l'avenir. Nous travaillons déjà avec les régions, notamment le gouverneur de la région du Centre, pour que les scolaires puissent faire des programmations, les universités, les lycées, même les écoles maternelles ou primaires, que tous ces établissements scolaires et universitaires puissent faire une programmation et venir à visiter nos expositions. Parmi les visiteurs du musée national, on note un taux de visiteurs de plus de 80% de jeunes, un pourcentage qui réjouit les premiers responsables des lieux. Ce sont des résultats très satisfaisants et c'est aussi un défi à relever parce que nous n'avons plus le choix que de dépasser ces chiffres que nous avons fait en 2024. 80% sont des jeunes. Voilà, c'est vraiment notre cible de prédilection. C'est le moment favorable pour nous de parler du musée, de montrer le rôle essentiel du musée. Et aussi, c'est un moment où les jeunes se sont rendus compte qu'il est nécessaire de se connaître sa maison, se connaître soi-même. Et nous avons beaucoup de jeunes qui viennent actuellement au musée pour comprendre leur histoire, parce qu'ils se sont rendus compte que pour dialoguer avec le monde, avec l'extérieur, il faut aussi être bien enraciné dans sa culture. Entièrement relooké, le musée offre désormais une expérience plus immersive et dynamique, renforcée par plusieurs invitations culturelles et événements qui attirent chercheurs et passionnés de l'histoire. Je vous demande d'applaudir très fort pour le musée national qui nous accueille ici. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Fadima Web TV.